nous voilà de retour justement pour la deuxième partie, la deuxième manche de notre débat de l'ANEM sur toujours notre thème, la lutte contre l'insécurité au Niger, bilan positif ou négatif. Donc, au bout de cette deuxième partie, nous allons aborder des questions beaucoup plus sociales que militaires. Donc, le côté militaire, on en a assez débattu pour la première partie. Alors, cette fois-ci, donc, cette question, j'aimerais la poser à l'ingénieur. Alors, en fait, dernièrement, on est en train d'assister à une question de détournement. Donc, il y a un scandale, un présumé détournement, on va dire, puisque jusque-là, ce n'est pas élucidé. Donc, on ne peut pas préciser de manière, justement, on va dire, efficiente par rapport à cela. Mais du moment où, en fait, il y a une audit qui a été faite, ou un audit, autant pour moi, donc, on considère qu'aujourd'hui, c'est une réalité, en fait. Ce n'est plus une théorie, ce n'est plus un mythe, c'est une réalité. Alors, par rapport à ce présumé détournement d'un fonds qui était censé équiper justement nos armées, que ce soit question armement ou logistique, alors, est-ce que vous pensez que c'est un laxisme du gouvernement dans le contrôle, en fait, des marchés qu'il octroie pour l'achat des armements? Ok, merci. Sur ce point-là, c'est très glissant, je vais essayer de répondre bref. Vous savez, on ne peut pas les qualifier du laxisme de l'État. Nous, on avait des lacunes dans nos lois. Aujourd'hui, vous savez, c'est aujourd'hui que l'État est en train de revenir de faire certaines lois pour régulariser la passation du marché public. Il s'avère que les marchés pour la défense, il est classé top secret, donc aucune, dans les lois antérieures, parce que l'État, c'est une continuité. Exactement. Quand tu trouves quelque chose qui ne va pas, tu anticipes. C'est sûr. Voilà, tu amènes des solutions. L'État a trouvé que, voilà, les mêmes lois, il n'y avait pas de contrôle sur l'armée et ça a continué. Et du coup, les gens ont profité des gens qui sont... Moi, il y avait une chose que je peux condamner. Parce qu'aujourd'hui, les gens, ils prennent toujours... C'est comme un lynchage médiatique dans les réseaux sociaux, sur les médias, des commerçants là. Vous savez, dans la corruption, il y a un corrupteur, il y a un corrompu. Aujourd'hui, c'est toute la chaîne. Si vraiment il y a la corruption, c'est toute la chaîne. Parce qu'il y a les gars qui ont été corrompus, il y a les corrupteurs, c'est toute la chaîne. Aujourd'hui, l'État... Moi j'ai confiance à cette chose. Et j'ai confiance à la justice. On est d'accord quand même que la police, c'est l'État. Vous savez, la corruption, peu importe d'où ça vient, tout le monde les condamne. Et je condamne la corruption. Mais aujourd'hui, j'ai confiance à la justice. On laisse la justice faire son travail. Si elle arrive à élucider qui a pris ceci, qui a donné ceci, tant mieux. Si elle n'arrive pas, c'est dommage pour nous, c'est regrettable. Mais ce qui est sûr, si les inspecteurs ont dit qu'on a pris de l'argent, c'est ce qui veut dire qu'on a pris de l'argent. Et donc nous, on attend les résultats de la justice. Et puis on peut en déduire les conclusions. D'accord. Par rapport à cela, docteur Moutari, pensez-vous que l'État n'a vraiment rien à se reprocher par rapport à cette question de présumé détournement de fonds? Je pense que mon camarade a fait usage de langue de bois. Je ne vois pas de réponse dans ce qu'il a dit. Voilà, c'est un camouflet de paroles. C'est pas, on ne va pas se mettre au devant des choses. On sait que c'est entre les mains de la justice. Oui. Ça, on ne peut pas le nier, pardon. Et puisque moi-même, voilà, je dirais que j'ai fait un peu du droit, qu'est-ce que je dirais? On ne peut pas se permettre de dire oui ou non, telle personne a volé. Mais ce qui se passe, c'est que c'est clair, comme il a dit, c'est clair qu'il y a eu des choses qui sont terriblement choquantes quand on sait que les soldats qui sont sur le front, comme on l'a vu dans la première partie de ce débat, sont en train de mourir, comme je dirais, comme des mouches parfois. Et ça devait leur servir, puisqu'on sait qu'il y a un manque évident matériel au niveau de ces militaires-là. Quand on a des marchés qui vont nous permettre enfin d'avoir une certaine avancée pour que le peuple puisse se dire oui, vraiment il y a des avancées, et que par la suite qu'on découvre que ça a été détourné. On parle de 75 à 100 milliards, c'est énormément, énormément élevé pour que ça se passe. Et on a dit que, selon les rapports qui ont été remis aux mains de la justice, c'est de 2017 à 2019, je ne me trompe pas, n'est-ce pas? Bon, dans tous les cas, la période n'est pas très reculée. On dira que c'est récent. C'est très récent. Toi, tu parlais de changer de loi pour qu'on puisse ne plus le faire. Mais c'est récent. Je n'ai pas fini. Permettez-moi de finir. Qu'est-ce qui se passe? C'est que
comme je l'ai dit, je vais me faire un peu court, on ne peut pas se prononcer maintenant. Il faut qu'on attende les décisions de la justice. Sauf que ce qui se passe, c'est que vraiment, c'est très regrettable ce qui s'est passé. C'est très regrettable. J'avais pas dit rapidement. Vous pensez qu'un jour, imaginons une société comme, j'ai dit, je prends n'importe quel exemple, d'accord? Je peux te prendre comme, voilà, j'ai dit, imaginons un Gauthier qui donne un contrat à un de ses clients pour qu'il puisse faire quelque chose. Certes, un Gauthier a beaucoup plus, enfin, je dirais pas beaucoup plus, c'est un commerçant, on va dire. Il a de l'expérience en la matière, mais l'État, c'est un État. On a des spécialistes par rapport à ça. On engage des gens, on a un ministère pour ça. Alors, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que vous avouez un marché, il n'y a pas de suivi. Quand c'est détourné, on sait que c'est détourné. Il n'y a pas de suivi. Il faut qu'on le suive du début jusqu'à la fin. D'accord, merci docteur. On répond très vite. C'est ce que je disais. Les lois côté marché financier, comme marché qu'on donne dans l'armement, c'est un marché confidentiel. C'est un marché qui n'est pas dans les lois. Regardez par exemple... Non, si tu dis confidentiel, c'est que tu ne sais pas. Attendez, tu sais pas, j'arrive. Parce que est-ce que tu as une fois entendu des appels d'offres, des concurrences et autres? Dans les marchés de défense, c'est top secret. On n'en a pas de lois. Attendez, je réponds vite fait, on termine. Voilà, vite fait en tout cas. Vite fait. J'adore ces Je ne pense pas qu'on va faire 60 ans sans loi par rapport à ces marchés-là. J'arrive. C'est toi qui ne penses pas? Eh bien, ça existe, les marchés qui sont confidentiels côté défense, ils n'ont pas de lois comme les autres. Les contrôles. Différents contrôles, processus de contrôle, comme les marchés, par exemple, le marché du ministère de l'Éducation, le ministère de l'autre. Les marchés publics, tu n'as jamais entendu des offres dans les publics. C'est-à-dire, tout est secret. C'est ça qu'on appelle secret de défense. Pour éviter qu'il y ait des divulgués, voilà, on a acheté tel avion, tel. Donc, on a dit que l'État était défaillant ou non? Moi, ma question est non. L'État a été de bonne foi. Certes, vous savez, dans un État... De bonne foi ou défaillant, c'est pas la même chose. Je peux être de bonne foi et être défaillant. Ok. Qu'est-ce que ça fait? D'accord, j'arrive. En fait, la confiance n'explique pas le contrôle. Ok, ma question porte justement sur le contrôle. Le contrôle, je sais que je viens de le dire. Quand l'État s'est rendu compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas, parce que quand il n'y avait pas de loi qui permet à mettre telle cellule. Si tu dis que c'est secret, il ne faut pas te prononcer pour dire qu'il n'y a pas de loi. Est-ce qu'il n'y a vraiment pas de loi ou bien ces lois-là ne permettent juste oui, pas c'est clair. Les contrôles des marchés de la défense, il n'y en a pas. Et on ne contrôle pas comme les autres. Ce n'est pas du contrôle, c'est tout est secret. C'est-à-dire même les sélections des gens qui fournissent. Attends, je t'amène aussi. Alors très vite, on va aborder le côté social de la chose. Ok. Concernant, je parlais de qu'est-ce que l'État a fait. Parce que même s'il n'y a pas de loi et autres, il y a parfois, tu remarques quelque chose ne va pas. L'État, qu'est-ce qu'il a fait? Parce que parfois, il y a des erreurs, il y a des choses qu'on fait, on se répète. L'État a compris qu'il y a quelque chose qui ne va pas, mais il a engagé une enquête aujourd'hui. Si l'État a voulu, ces choses-là soient identifiées, est-ce qu'une enquête sera ouverte déjà? Est-ce que vous savez que c'est une première fois en Afrique, on peut être fier qu'un ministère de la Défense est contrôlé? Dans tous les pays, le ministère de la Défense est considéré comme secret. C'est énorme, c'est normal, c'est énorme. C'est comme si tu me posais une brique sur la figure et que tu me demandes de me taire. Aujourd'hui, nous, ce qu'on doit regretter, si les résultats attendus ne pas arrivés, on peut les regretter. Mais aujourd'hui, déjà, c'est pas. Je vous remercie, mon ingénieur. Je vous remercie, docteur Boudali. On a assez discuté par rapport à cette question de fond. On va faire confiance à la justice nigérienne. Le dossier est actuellement en cours, donc on ne peut pas se fixer là-dessus. On fait confiance à la justice et on espère justement que ça va aboutir. Alors, pour ce qui est maintenant du côté social, donc ça quand même nous tient beaucoup à cœur en fait, au-delà de la question militaire et au-delà en fait de la question de la proximité géographique. Quand je vois en fait dans ces zones de trouble, aujourd'hui plus précisément à Difa et dans la région de Tillabéri, est-ce que vous pensez justement cette question est destinée à Dr Moutari, pensez-vous qu'il y ait des raisons sociales en fait au-delà que ça soit proche en fait que Difa soit proche du Nigeria et qu'on sait que Boko Haram justement vient du Nigeria et que Tillabéri soit proche du Mali et qu'on sait qu'il y a de l'insécurité aujourd'hui ou des terroristes qui viennent du Mali, au-delà de cette question géographique en fait, est-ce qu'il y a des questions sociales qui compliquent justement cette lutte contre l'insécurité dans ces zones de trouble aujourd'hui au Niger? Alors, merci pour cette question. Je dirais sans hésiter qu'il y en a, évidemment qu'il y en a. La proximité géographique de ces différentes zones n'est pas à exclure, elle est évidente, d'accord? Mais à part ça, quand les gens, vous savez, les terroristes, c'est-à-dire, ce ne sont pas, je dirais moi, ils ont besoin de recruter des gens.
Où est-ce qu'ils trouvent des gens pour recruter? Où est-ce qu'ils trouvent justement des informations? Ils sont beaucoup de mèches avec les gens qui sont dans les régions périphériques. Surtout, je vais dire, l'endroit où il y a beaucoup de... le terme m'échappe un peu, il y a beaucoup de précarité. Les systèmes éducatifs, il n'est pas autant. Les systèmes sanitaires, les systèmes... Je veux dire, ces gens-là, chez qui on trouve assez de gens pour le recrutement, et donc pour qu'ils soient des mèches avec ces terroristes, ils ne sont pas d'amitié avec les appareils de l'État. Ils ne sont pas du tout d'amitié. Ils ne se reconnaissent pas dans le processus global de la gestion de ces États. Donc qu'est-ce qui se passe? Ils sont dans une situation très précaire. Quand on vient leur proposer des recrutements contre une rémunération, évidemment, et puis on va leur dire que puisqu'il y a assez, je dirais, comme je dis, le système éducatif n'est pas assez, voilà. Quand on leur explique que c'est pour Dieu qu'ils vont le faire, il y a deux raisons. Je vais sortir de la précarité et je vais plus tard avoir la satisfaction de Dieu, voilà, et tout l'endoctrinement qui se trouve derrière ça, ben, ils vont accepter, c'est l'alternative. D'ailleurs, je vous renvoie à la lecture d'un livre qui a été écrit sur Boko Haram, 2019, d'accord, c'est Abbas Sedik et Mohamed Lawali Tandano, je crois, et, qui ont fait des entretiens, mais alors vraiment un bon travail, des entretiens d'ex-combattants de Boko Haram. On leur demande les motifs, pourquoi vous avez été là-bas, ils nous disent, ben, écoutez, c'était difficile, j'ai eu vent que quand je vais partir, je vais avoir beaucoup d'opportunités. Donc ils sont partis, c'est pour changer les situations. Et bien sûr, on ne dit pas que c'est une bonne chose qu'ils ont fait. Mais il faut reconnaître qu'il y avait des problèmes. Les systèmes éducatifs, les systèmes sanitaires, voilà, les systèmes, je dirais moi, l'économie. Alors, donc, ce que l'on retient justement de l'intervention du docteur, c'est que la conjoncture économique. Aujourd'hui, c'est une question de conjoncture économique. Donc, il y a une certaine difficulté, en fait, pour les gens de s'en sortir. Donc, en fait, pour lui, c'est une opportunité qui pousse, en fait, ces gens, justement, à aller vers ces mouvements parce qu'ils ont des propositions, non seulement financières, mais peut-être même la protection. Donc, par rapport à la question, en fait, par rapport à leur famille, par rapport aux charges sociales qu'ils n'arrivent pas à supporter, pour lui, donc c'est assez évident, en fait, que ces gens-là puissent être facilement enrôlés. Maintenant, aujourd'hui, pour vous, monsieur l'ingénieur, en fait, ce que j'aimerais justement soulever comme question par rapport à cela, c'est quelle perspective sociale aujourd'hui le gouvernement propose justement pour pallier à ce genre de problème, en fait. Ok, merci. Je vais un peu revenir côté la géographie, concernant la géographie de notre pays. Vous savez, on peut être fier de notre pays. Pour la simple raison, aujourd'hui, quand il y a des terroristes qui viennent frapper, mais ce n'est pas des terroristes nigériens qui viennent frapper et qui partent frapper dans un autre pays et revenir au Niger. Mais non, ce sont des terroristes dans un autre pays, ils viennent, tellement qu'ils ont eu l'avantage dans un autre pays à s'installer, à incruster dans leur pays et venir nous attaquer et repartir. Mais pas s'installer au Niger. J'arrive, je reviens dedans. J'arrive. Je sais qu'on a quelques-uns qui sont à l'interne des terroristes. Mais quand même, une base terroriste qui s'est installée au Niger, il n'y en a pas. Ça, c'est... Restons d'accord que ça, c'est juste un point. Juste une parenthèse. Il y a une bonne partie au Niger et une bonne partie des terroristes de Boko Haram je dirais même, habitent là-bas. Parce que quand... Attendez. Il y a beaucoup de Nigériens. Ingénieur, attention. Il ne faut pas sortir du sujet. Restons d'accord que c'est une parenthèse. La question était au-delà de la géographie. J'arrive. Non, mais tout le côté social. Parce que au-delà de la géographie, je suis en train de passer point par point. On met plus l'accent sur le côté social. Oublions un peu la géographie, oublions un peu... Je suis en train de passer point par point sur la question. Parce que ça englobe la géographie. Alors on va très vite. C'est pour vous dire que ce n'est pas seulement notre situation précaire de notre pays qui nous fait ça. C'est-à-dire y compris celle des autres zones, qui n'est pas la nôtre. Parce qu'on ne peut pas prendre la responsabilité du terrorisme aujourd'hui. Il y en a aussi la responsabilité des autres États. Donc vous pensez que dans ces régions, qui sont touchées, en fait, oui, il n'y a pas de difficultés économiques? C'est-à-dire qu'ils ont des difficultés économiques. Et ça ne contribue pas selon vous C'est-à-dire c'est les difficultés économiques qui nous créent aussi un autre problème. Ce n'est pas seulement la nôtre. Attends, j'arrive, je vais en venir sur le truc économique. Vous savez, je parlais de la géographie pour juste faire un peu. On est un pays énorme avec des moyens pas aussi larges que ça.
on est confronté avec des conflits par-ci, par-là, pour déjà sécuriser ça, c'est énorme, c'est très difficile, c'est compliqué. Maintenant, concernant Kenya, il faut savoir que c'est pas toutes les questions n'est pas liées à la question économique de ces gens-là qui ont recruté. Supposons, prenons surtout les cas de Boko Haram. Les gens de Boko Haram, là, la plupart, ils ont été recrutés qui sont idéologiques. Non. Parce que, j'arrive, je vais en finir. Alors, démontrer. J'arrive. Vous savez, récemment, il y avait eu une attaque à Kouré, tout le monde était au courant. Dans la toile, j'en ai vu des gens, moi, de mes propres, c'est des commentaires qui disent ils sont fiers qu'on ait tué ces gens-là, Mekaya, et que Dieu ait pitié de l'âme de notre, c'est-à-dire des deux Nigériens qui ont tué. Vous savez, ce genre de gens qui ont ce genre de mentalité, pas avec l'argent. Juste comme ça, on peut l'embrigader de ce genre de trucs. Pour tuer les Occidentaux. Moi, je suis d'accord qu'il y a question précaire. Tout le monde ne peut pas nier. Ce n'est pas seulement le Niger. Tous nos pays qui sont à côté de nous, tous nos frontières, aujourd'hui, les gens sont pauvres, la plupart. Donc, mais aujourd'hui, qu'on les embrigade... Vous pensez que c'est beaucoup plus un combat idéologique qu'un combat économique? Il y en a beaucoup sont idéologiques. Beaucoup. Alors, et donc, ça, il faut faire beaucoup. D'accord. Beaucoup, un travail. Donc, majoritairement, c'est plus un travail idéologique. Je vais vous dire une chose. Vous savez qu'il y avait un cas qui a été établi à Ngourti pour l'éradicalisation des jeunes de Boko Haram. Je vais en venir à ça. C'est pas directement l'argent qu'on les a donné. Non, il faut d'abord faire une formation pour les... On reviendra à ça. Qu'est-ce qu'a dit la religion? C'est quoi la religion? Par rapport à ça, je voudrais préciser quelque chose, d'accord? Fondamental. Moi, je sais qu'il y a une question économique. Écoutons, il y a trois catégories de personnes qui sont embrigadées chez Boko Haram. Trois, d'accord? Ok, merci beaucoup de préciser. La première catégorie, c'est les gens qui partent de... Quand je dis de bonne foi, il faut me comprendre. Ça veut dire qu'ils partent pour l'islam. Très bien. La première catégorie. Voilà, idéologie. La deuxième catégorie, ce sont des gens qui y trouvent ou qui y voient des opportunités. Et ils sont nombreux. Ils sont une multitude. Toute une population. Je sais qu'il y en a. Par exemple, quand tu pars à Difa, quand tu vas dans les lieux du lac Tchad, il y a beaucoup de communautés. C'est-à-dire, quand tu viens dans tout le monde, soit il est sympathisant de Boko Haram, soit il est élément de Boko Haram. Et qu'est-ce qui se passe? La troisième catégorie, ce sont des gens qui sont enrôlés de force. Il y a des gens qui viennent, par exemple, quand Boko Haram fait des attaques, ils font des enlèvements. C'est-à-dire, on les sait partout. Ils font de ça des kamikazes, ils font de ça, je ne sais pas moi, des esclaves sexuels, on va dire. Ils font de ça des enfants soldats. Ces trois catégories-là. On peut y ajouter d'autres, mais qui vont être intégrés dans ces trois catégories-là. Même si pourcentage il doit y avoir, je ne dirais pas que ceux qui partent pour l'idéologie islamique sont plus nombreux. Je ne pense pas. Alors, pour évoluer par rapport à cette question sociale, et donc on va sans doute en finir sur ce point-là. Donc c'est par rapport à la réinsertion, vous avez soulevé ce sujet tout à l'heure. La réinsertion justement des combattants nigériens en fait qui ont décidé, qui ont finalement pris la bonne décision de déposer les armes. Alors qu'est-ce que vous pensez en fait de cette politique de réinsertion sociale? Bon, moi déjà, comme je viens de souligner, quand l'insertion il y aura, il faut d'abord commencer par un travail de fond concernant l'idéologie de la personne. Parce que vous savez, il y avait des gens qui partent, comme l'a souligné mon camarade ici, qui partent pour des raisons financières. Quand tu parles là-bas, tu vas prendre une autre idéologie. Certes, il y a ton besoin financier qui est là, toujours ton objectif principal, mais l'idéologie change. Et ça passe par l'endoctrinement. Mais d'abord, est-ce que vous êtes pour la réinsertion? On est pour, tant que, aujourd'hui, parce que quand quelqu'un dépose l'arme, il se dit que ce qu'il fait, il a compris que ce n'est pas bien. Parce que déposer l'arme, parce que ce n'est pas par force souvent. Déposer l'arme revient à dire que voilà, ce que je fais, j'ai compris que ce n'est pas bien. Maintenant, s'il dépose l'arme, commencez d'abord par l'éclairer sur le chemin que la suivi, c'est pas bien, et quel est le chemin qui est bien. En ce temps-là, il y en a beaucoup de petits moyens aujourd'hui. C'est pour cela qu'il y avait des petits projets communautaires installés un peu partout dans le village. Il y avait même des petites écoles qui sont créées qui font des petites mécaniques maintenant, c'est autocontrôle. Ça, c'est une bonne politique, parce que ces gens-là, aujourd'hui, qu'on les fasse des petits tailleurs, des petits réparateurs de motos, petits réparateurs de voitures, parce qu'ils n'en ont pas de diplôme. S'il y a un moyen aussi qu'une éducation, que ce soit, comment on appelle ça, j'ai oublié, Kourdadi en ça, je crois. Non, bon, on dirait un centre de formation. Un centre de formation, si ça peut aider, oui, on le fait. Donc aujourd'hui, vous êtes pour qui dit que tout le monde a droit à une seconde chance. Voilà, s'ils ont déposé, parce que pas les captifs, parce que quand tu captures quelqu'un,
tu ne peux pas le mettre, l'insertion dans ce genre de choses. Non, les gens qui ont déposé l'arme, oui. Mais les gens qu'on a capturés, parce que quand on parle d'une guerre, quand on capture, oui, là, on parle bien de ceux qui ont déposé voilà, les ceux qui armes, ont déposé des armes, qui conscience, ont revenu, âme et il ne faut conscience. pas les tuer ou les emprisonner. Non, trouver un autre moyen de l'insérer, mais d'abord en passant par le fait de les former, éviter l'idéologie qu'ils ont suivie, entre autres. Alors, docteur Moutari, au-delà du bienfait, en fait, du fait de justement d'avoir cette politique de réinsertion sociale, mais qu'est-ce que vous pensez par rapport au danger, en fait? Est-ce que ça ne peut pas être, je ne sais pas moi, une supercherie? Est-ce que ce n'est pas une autre stratégie pour ces gens-là de faire semblant d'avoir déposé les armes pour être réinsérés, pour mieux connaître le terrain encore et peut-être apporter du renseignement au groupe terroriste? Alors, je dirais, pour être honnête, je suis tout à fait d'accord avec l'affirmation de mon camarade, comme quoi c'est une très bonne chose. C'est une très belle chose, j'allais dire, parce que non seulement quand ils reviennent, ça envoie un message de dissuasion aux gens qui voudraient prendre leur place. Comme quoi, là-bas que vous voyez, ce n'est pas une bonne chose. D'accord? Ça me rappelle juste le programme qu'a lancé le gouvernement nigérien en 2016, décembre. Ça s'appelle Repentir contre pardon. Donc c'est dans la région de Difa. Les ex-combattants de Boko Haram, quand ils reviennent. Mais le problème que vous avez soulevé, ça, déjà en 2019, on va dire, j'ai tiré cette information du livre là, Le voyage au cœur de Boko Haram, de Sédik Abba, comme je disais, en tant que co-auteur. Et ils disent qu'il y a au moins 233 personnes qui étaient membres de Boko Haram qui sont revenus pour suivre un programme de réinsertion. Parce que comme il dit, un programme de réinsertion, ça suppose une certaine déradicalisation. Ça suppose un certain travail pour que les gens puissent se réinsérer dans la société. Mais le problème qui se pose, c'est que même si tu es de ma famille, quand je sais que tu es allé tuer des militaires, quand je sais que tu es venu égorger des gens dans ton village, quand tu reviens, est-ce que je vais t'accepter? C'est pas évident. Tu étais un tueur de sang-froid. Parce que les gens là, quand ils font leur témoignage, ils disent qu'ils regrettent. Ils regrettent, ça c'est évident. Parce que quand on ne regrette pas, forcément on ne va pas revenir. Exactement. Maintenant, ce qui se passe, le problème, c'est que est-ce qu'ils seront acceptés? Est-ce que, comme tu dis, ils n'ont pas fait ça de bonne foi? Si je dois trancher, je dirais, moi, il n'y a pas de mauvaise foi par rapport. Je ne pense pas qu'il y ait de mauvaise foi, comme quoi ils vont encore repartir. Parce que la politique des Boko Haram, quand on te voit en train de déserter, c'est que c'est la mort. Même par rapport à quand on voit un élément qui veut déserter, c'est la mort qui l'attend. Donc je ne pense pas que c'est pour retourner encore chez Boko Haram, mais le problème, c'est est-ce qu'ils vont être acceptés? Par exemple, une mère qui a vu son enfant quitter, il te dit, bon, je suis de retour, on me pardonne. C'est vrai, le gouvernement lui a pardonné, au nom du peuple nigérien, le gouvernement lui a pardonné, je disais. C'est pas évident qu'il puisse se retrouver. Même eux, ils disent, on espère qu'on sera accepté. Il y a des gens qui disent, oui, je serai accepté par le mien, ça c'est sûr. Il y a des gens qui disent, c'est pas évident. Alors très vite, mon ingénieur, on va finir sur ce point-là. Sur ce point-là, l'État a beaucoup pensé là-dessus, parce que j'en ai suivi des débats concernant là-dessus. C'est-à-dire, l'État a pris en compte ce genre de choses, parce que ça sera difficile, l'intégration dans la société, pas l'intégration avec l'État, l'intégration dans la société. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? L'État a élaborer des programmes de sensibilisation à travers les télé, les radios communautaires là. Il ne faut pas négliger leurs moyens de communication pour pouvoir accepter ces gens-là, pour montrer qu'ils sont, voilà, ils sont de bien et de bonne foi. On doit, la première des choses, commencer à les enseigner à travers les marabouts du village, leur collaboration et tout ça. Voilà, et puis, au final, ils finiront par accepter. Parce que vous savez, si aujourd'hui on arrive à mettre un terme à Boko Haram, c'est-à-dire qu'on arrive à la vaincre, parce que ça va prendre des années, si on arrive à la vaincre, ces gens-là seront acceptés facilement. Mais tant que ça existe, ça va prendre du temps avant que les gens acceptent qu'ils ne vont pas répondre. Parce que tant qu'il n'y a pas Boko Haram, ils vont retourner où? Nulle part. Donc peut-être qu'au fil du temps, c'est une guerre qui va être sans merci, ça va prendre du temps, mais on espère que ça finira un jour. Je vous remercie, ingénieur Ibrahim. Merci. Je vous remercie, cher docteur Moutari. Merci. Donc, je voudrais préciser un titre. Oui. C'est une sorte d'appel des dernières minutes. Je pense que s'il y a plus d'équité pour le peuple nigérien, s'il y a plus d'équité, s'il y a plus de renseignements pour les militaires, s'il y a plus je dirais, de coopération entre les pays sahéliens et bien sûr avec les autres pays étrangers, les pays amis, je pense qu'on va arriver à des bons résultats. Simplement,
les tout militaires, comme on le dit souvent, beaucoup de gens l'ont dit avant moi, mais je vais les répéter. Le tout militaire, ça veut dire la solution militaire. Aller juste, voilà, manu militari, trouver la solution, ça ne peut pas le faire. D'accord? C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait d'autres moyens, comme les développements, comme du social, exact, il faut de l'économique. plus de justice sociale, une bonne gouvernance, et puis, Inch'Allah, ça va aller. On est d'accord, mon ingénieur. On est d'accord. Voilà, donc on finit sur une note plutôt positive par rapport à tous ces débats. Donc on finit sur une question d'accord entre nos deux débatteurs. Justement, c'est la question économique, la question sociale. C'est que cette question de sécurité n'est pas uniquement une question militaire. Et c'est pour ça qu'on a tenu justement à toucher ce côté social, à toucher ce côté économique un petit peu. Aujourd'hui, il faut déjà un soutien à notre État qui est en train d'œuvrer justement, qui est en train d'investir, et à nos filles et fils nigériens qui ont les armes en main, nos soldats nigériens auxquels nous rendons un vibrant hommage et auxquels nous tirons vraiment notre chapeau pour tout l'effort qu'ils consentent chaque jour, pour leur engagement, pour leur détermination, pour leur sacrifice en fait au jour le jour pour la protection du Niger, pour la protection du territoire national et la sécurité des filles et fils du Niger. Donc c'est quelque chose de très important, il faut toujours le dire, ils ont besoin de notre soutien entier et aujourd'hui nous faisons appel justement surtout aux gens qui se trouvent dans les villages en fait, de pouvoir venir en aide, de ne pas céder à la peur, à la panique, d'aider l'État, d'aider l'armée, et nous appelons surtout l'État de créer les conditions pour ces gens-là, créer les conditions économiques, créer les conditions sociales, une réelle sensibilisation en fait, pour que ces gens-là ne se sentent plus lésés, pour que ces gens-là renouent avec leur patriotisme nigérien. Et justement, c'est seulement avec ça donc, que nos débatteurs en fait, sont restés d'accord sur ça, seulement avec ces solutions en fait, qu'on peut en venir au bout plutôt de l'insécurité au Niger. Donc je tiens justement à remercier pour la fin de ces débats, nous, une fois de plus, Dr Moutari et mon ingénieur Ibrahim pour ce débat vraiment très très intéressant, pour leur brio justement dans la défense de leurs arguments. Et je tiens à remercier également l'ANEM qui est l'organisateur, on le sait très bien, de ces débats. Je tiens à remercier la technique aussi qui fait toujours de son mieux justement pour que vous puissiez nous suivre. Et je vous dis donc rendez-vous la semaine prochaine toujours pour l'hebdomadaire débat ANEM. Et je vous remercie. N'oubliez surtout pas, n'oubliez pas, vous pouvez nous retrouver sur YouTube, sur Facebook, c'est Boulor TV, votre TV, notre TV. Je vous remercie.